Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire Bleu Blanc Cœur. On est ravis de vous accueillir comme chaque semaine et aujourd'hui du coup on va aborder une nouvelle thématique qui est immunité et microbiote intestinal. Donc du coup c'est Natalia Neves qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, qui est conseillère en alimentation et santé globale. Natalia, je vous laisse passer. Voilà. Alors aujourd'hui, on va voir du coup le contexte de l'immunité comme élément de notre santé globale, avec donc ces interactions vers le microbiote, mais aussi au niveau de l'axe cerveau-intestin. Et puis nous verrons quels aliments on peut privilégier pour essayer de préserver son microbiote. Comme à chaque fois, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc pour ça, il faut vous rendre sur le petit onglet Converser qui se situe en bas de votre écran. Et n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la présentation. Comme ça nous permet de les voir en amont et de les poser à Natalia à la fin de sa présentation. Et donc, je le disais, Natalia est conseillère en alimentation et santé globale, ex-ingénieure biomédicale et elle est diplômée donc, de l'Institut Hildegarde. Et donc, Natalia, je voulais savoir du coup pourquoi votre présence aujourd'hui sur ce webinaire, comment vous avez connu un petit peu l'association Bleu Blanc Cœur et puis quelle est la place de Bleu Blanc Cœur dans votre pratique au quotidien. Alors, bonjour à tous. Donc effectivement, moi j'ai connu Bleu Blanc Cœur il y a de cela 2-3 ans parce que je suis organisatrice principale d'un salon bien-être et santé en périphérie de Nantes. Et j'avais eu l'occasion de prendre contact avec Thierry Guichetot, qui est le président de votre communauté scientifique chez Bleu Blanc Cœur, mais qui est également médecin généraliste sur Orvaux, ici tout près de Nantes, et également acteur d'une pièce de théâtre qu'il a mis en place avec sa femme et sa fille, qui est une pièce de théâtre qui s'appelle Tous gros demain et que nous souhaitions voir jouer en clôture de notre premier événement du salon 2018. Voilà, donc effectivement, l'aspect du label nutritionnel proposé par Bleu Blanc Cœur sur les produits animaux était évidemment hyper intéressant pour ma pratique. Je me suis rapprochée, j'ai adhéré à l'association qui apporte son soutien également à sa communauté scientifique et notamment aujourd'hui en nous donnant la parole et je remercie Bleu Blanc Cœur de nous donner cette opportunité. Et j'en profite également pour évoquer le fait que Bleu Blanc Cœur est devenu depuis partenaire officiel de notre salon bien-être et santé de Sautron et que la prochaine édition aura lieu le 7 et 8 novembre prochain. Alors, je prends la parole, donc Julie, pour vous présenter effectivement cet exposé sur la question de l'immunité du microbiote intestinal. Mais en tout premier lieu, je vous propose de revenir à la définition de ce que représente notre santé globale et notre immunité dans cette santé globale. L'être humain est multidimensionnel et par essence, sa santé globale dépend de la santé de son corps physique, mais aussi de son affect et également du sens que prend son existence. Si je rappelle la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé est un état complet de bien-être mental, physique et social, ne consiste pas seulement en une absence de maladie. Donc c'est vraiment cet état de santé globale dont on va parler tout au long de cet exposé. Alors à côté de cela, qu'est-ce que c'est que notre immunité ou notre système immunitaire? Ce sont donc l'ensemble des défenses naturelles du corps physique. Ce système immunitaire n'existe pas lorsque l'enfant est encore dans le ventre de sa mère, puisque le milieu est stérile. Il commence à se constituer à partir de la naissance, en fonction des bactéries de la mère qui sont données à l'enfant au moment de l'accouchement. Et il se fortifie jusqu'à l'âge de 5 ans, en fonction des bactéries également que rencontre l'enfant dans son environnement et de son alimentation. Ce système immunitaire est au top à l'âge adulte si la personne n'a pas de pathologie chronique particulière et il baisse avec l'âge.
Et là, on voit déjà effectivement apparaître ce lien entre immunité et bactéries. Alors, pourquoi l'intestin est-il au cœur de notre immunité? En fait, notre immunité est constituée par des barrières naturelles de protection que sont la peau, les différentes muqueuses, et également par une armée de globules blancs. La peau, qui représente une surface de 2 mètres carrés et 1000 milliards de bactéries. Les globules blancs, 35 milliards, au service de l'inactivation et de l'inhibition de la multiplication des intrus, mais au service aussi de la destruction de ces intrus et des cellules malades. Et enfin, la muqueuse intestinale, qui, elle, représente la muqueuse principale de protection de l'organisme, avec une surface dépliée de l'intestin de 300 mètres carrés et 100 000 milliards de bactéries logées dans notre flore intestinale, qu'on appelle également le microbiote, qui sont au service de l'inactivation et de l'inhibition de la multiplication des intrus. On considère aujourd'hui que l'intestin représente 70% de notre immunité. Alors, au sein de cet intestin, le microbiote intestinal, lui, il est vraiment au premier plan de notre santé globale. 100 000 milliards de bactéries, comme on le disait tout à l'heure, elles se constituent au fil de l'âge. On considère que le microbiote intestinal est stabilisé à l'âge de 3 ans et que chez une personne en bonne santé, la biodiversité de ce microbiote, qui est aussi l'écosystème le plus dense de la planète, est constitué, pour schématiser, de 70% de bactéries bénéfiques qui vont participer à la digestion, à notre vitalité, à la santé du corps de manière globale et à la beauté du corps également. Donc, il y a aussi cette notion de vieillissement, de lutte contre le vieillissement. Et de 30% de bactéries agressives qui elles, sont là pour nous protéger des agresseurs et pour assurer le rôle de putréfaction au niveau du côlon. Cet équilibre est très important puisqu'il va déterminer justement notre santé globale, on le verra un petit peu plus tard. Et donc cet équilibre peut être perturbé par ailleurs par différents facteurs que vont être la mauvaise hygiène de vie, beaucoup de stress, éventuellement des traitements prolongés d'antibiothérapie ou d'anti-inflammatoires qui vont déséquilibrer cette flore intestinale, et au fil de l'âge également, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, ce qui va être très important également de considérer, c'est justement cette deuxième forme d'intelligence qui réside dans notre intestin, et donc cet axe cerveau-intestin qui est la clé de notre immunité, de notre santé globale. Il faut savoir que dans l'intestin réside un système nerveux qu'on dit entéral, avec 200 millions de neurones, là où le système nerveux central en comporte 100 000 milliards. Ces neurones sont totalement identiques et communiquent en permanence entre eux, dans un sens comme dans l'autre. Et donc, notre système nerveux entéral, notre intestin, était effectivement le siège de la santé du corps, avec justement la production de 70% de l'immunité dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi le siège de la production de certaines hormones comme la sérotonine, qui est l'hormone de la bonne humeur, et qui va transiter jusqu'au cerveau central, qui lui est le siège du mental et des émotions, comme on le sait. À partir de là, une mauvaise santé intestinale va avoir beaucoup de répercussions sur un certain nombre de troubles physiques, mais aussi de troubles autres comme émotionnels, cognitifs ou neurologiques. Dans les troubles physiques que cette mauvaise santé intestinale pourra induire, on trouve évidemment les troubles digestifs, les carences nutritionnelles, les dérèglements métaboliques, les troubles du comportement alimentaire et le surpoids induit, l'affaiblissement du système immunitaire, mais également la formation de pathologies inflammatoires chroniques. Cette diapo pour vous indiquer de quelle manière justement ces troubles peuvent se mettre en place au fil du temps. Eh bien, lorsqu'on a affaire à un dérèglement de cet écosystème intestinal,
par déséquilibre du microbiote, le milieu devient acide. Nous sommes en acidose intestinale, en dysbiose intestinale. Cette dysbiose intestinale, lorsqu'elle est prolongée, va altérer la muqueuse de l'intestin où sont logés justement ces 200 millions de neurones dont on parlait tout à l'heure. Et à terme, cette altération va provoquer une porosité intestinale qui va mettre ces neurones intestinales en situation de névrose. À partir de là, cette porosité intestinale qui correspond à une ouverture des jonctions de l'intestin qui, à la base, permettent de laisser passer les nutriments dans le sang, va aussi laisser passer un certain nombre de déchets. Et ces déchets, en se retrouvant sur le plan périphérique, vont induire des inflammations chroniques de différentes sortes. Ça peut être des inflammations chroniques au niveau de la peau, des articulations, de la sphère ORL, etc. Et à terme, bien sûr, l'écosystème intestinal étant défaillant, c'est l'immunité qui chute. On considère aujourd'hui qu'un dysfonctionnement intestinal est à l'origine de 80% des maladies de civilisation, avec le surpoids, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes, etc. Et aussi tout ce qui concerne la fatigue chronique, les troubles de l'humeur, les troubles de dépression ou d'hyperactivité. Et bien entendu, plus l'immunité chute, plus l'organisme est déstabilisé et plus on a tendance à avoir une alimentation inappropriée, une surcharge émotionnelle qui va être plus difficile à gérer pour les raisons que l'on a citées tout à l'heure, et une nécessité parfois de prendre des médicaments qui vont se révéler parfois agressifs sur le plan de cette flore intestinale, notamment on parlait également de l'antibiothérapie ou des anti-inflammatoires. Et donc plus l'organisme est déstabilisé, plus l'écosystème se dérègle et nous fait entrer dans cette spirale négative qui est très difficile à arrêter lorsqu'on est concerné par des pathologies inflammatoires chroniques, à moins justement de revenir à la santé de cet écosystème intestinal qui finalement est l'un des points de départ de ces pathologies, de ces maladies de civilisation. Donc on pourrait citer ici les 3 P de l'intestin: puissance, paix, protection. Puissance pour notre vitalité, paix pour la préservation de notre santé et protection contre les agresseurs extérieurs, qui nous permet effectivement de synthétiser ce que l'on vient de dire par le fait qu'une flore déséquilibrée, c'est une muqueuse à terme endommagée, et c'est donc en conséquence de cela une baisse de l'immunité et de la production de sérotonine, donc une baisse du moral, de l'enthousiasme, de l'énergie, mais aussi une hausse de taux de sucre dans le sang, ainsi qu'une hausse de la tension artérielle, et à terme une moins bonne résistance aux infections, moins de chances de guérison et une espérance de vie plus courte. Alors on va regarder maintenant comment l'aliment peut être un facteur déterminant de cette santé intestinale, sur le plan de cet écosystème qu'on vient de décrire. Alors vous voyez ici, je vous ai indiqué, selon le docteur Fujita, qui est chercheur japonais en immunité, la composition de notre microbiote intestinal en fonction de ce que l'on consomme au niveau de l'alimentation. Donc, je vous disais tout à l'heure, pour une santé optimale, l'équilibre entre les bactéries bénéfiques et les bactéries agressives est de 70-30 pour un volume global de 100. Lorsqu'on se nourrit, on voit plusieurs exemples ici, à 100% de légumes, on a un équilibre qui est relativement préservé, avec néanmoins un volume total de nos bactéries intestinales qui chute un petit peu. Par contre, quand on commence à se nourrir, alors ce sont des exemples très, très excessifs, hein. Donc là, vous avez 100% de pain, donne un microbiote affaibli sur le plan des bactéries bénéfiques, avec des bactéries agressives qui ont pris beaucoup plus de place et un volume global amoindri. De la même manière, plus on va consommer de protéines animales en exclusivité, et plus cette flore bénéfique
va chuter et cette flore agressive augmenter. Lorsqu'on passe sur des alimentations de type, entre guillemets, malbouffe, 100% de chips et de biscuits donnerait une flore bénéfique complètement effondrée, avec un volume global également complètement effondré. Même chose pour une alimentation 100% fast-food. Et vous voyez également, j'ai rajouté la ligne stress permanent. Une personne qui serait soumise à un stress continu aurait exactement les mêmes impacts sur la composition de son microbiote. Or, comme on l'a vu tout à l'heure, le déséquilibre du microbiote engendre toutes ces pathologies dont on a parlé, qui sont les maladies de civilisation. Alors, si on regarde plus précisément maintenant quelles sont les causes de ces alimentations dites délétères pour le microbiote, eh bien, je les ai classifiées ici en deux grandes catégories. La perte de qualité de nos aliments, qui sont soumis aujourd'hui à des transformations excessives, que ce soit sur le plan de la pollution, avec l'usage des pesticides, que ce soit sur le plan des raffinages pour les céréales notamment, de l'hybridation également de certains aliments principaux comme le blé par exemple, et donc le gluten qui est derrière. Également notre nourriture animale qui est issue d'élevage intensif où les animaux ne sont plus nourris naturellement au pâturage mais plutôt aux céréales, aux grains, et qui engendre justement des déséquilibres nutritionnels importants sur le plan des oméga 3, oméga 6. Et c'est donc justement tout l'intérêt des produits bleu blanc cœur qui garantissent le taux optimal dans le produit fini, et ainsi que les systèmes de cuisson qui sont aussi des transformations de l'aliment et qui le rendent parfois délétère quand ces cuissons sont trop importantes. Et donc, tous ces éléments constituent des causes d'augmentation des pathologies inflammatoires globales puisqu'ils viennent impacter directement sur la santé de notre microbiote. Deuxième aspect, c'est plutôt l'aspect quantitatif. Donc, le fait que dans le temps, nous avons consommé de plus en plus d'aliments acidifiants, comme par exemple les sucres raffinés et les produits animaux, qui sont très présents dans encore beaucoup d'assiettes midi et soir, et qui, par ces consommations parfois excessives, corrélées à des problématiques de composition nutritionnelle délétères, comme on vient de le voir pour les oméga 3, oméga 6, deviennent des aliments pro-inflammatoires qui vont engendrer un certain nombre de pathologies. Alors, comment revenir à une alimentation plus adéquate? Eh bien, une des solutions réside dans le fait de revenir à des aliments qui soient beaucoup plus basiques et moins agressifs pour le système intestinal. Alors, quels sont-ils? Eh bien, comme on l'a dit, l'idée est de limiter tous les produits qui vont avoir tendance à acidifier l'intestin, et notamment, dans une certaine mesure, les produits animaux et ainsi que la consommation de sucre. En allant vers des produits animaux et des sucres de meilleure qualité néanmoins. Et puis l'augmentation des végétaux qui sont encore assez absents de beaucoup de pratiques alimentaires, en tout cas pas suffisants, ainsi que l'hydratation qui est également un élément important de notre santé et du drainage de nos toxines. De même, il est important de limiter les processus de transformation de l'aliment. Bien entendu, la cuisson est importante, mais elle doit rester douce et non agressive. Et puis également, enfin, tout ce qui concerne l'adaptation de l'alimentation de manière personnalisée. Alors moi, je travaille parfois avec la théorie des groupes sanguins du docteur D'Adamo, ainsi que les considérations de chrononutrition qui permettent d'adapter l'alimentation aux besoins physiologiques du corps tout au long de la journée.
Autre approche qui est celle que je pratique, puisque je suis conseillère alimentation santé selon les principes d'Hildegard de Bingen, c'est l'approche holistique qui considère que tout est nourriture. Et donc dans cette approche-là, on va travailler sur les vertus thérapeutiques des aliments, des épices, des plantes, et pourquoi pas utiliser les cristaux pour l'aspect vibratoire, et également prendre en considération toutes les notions de développement personnel et émotionnel, psychothérapie et méditation qui vont venir justement nourrir d'une autre manière l'équilibre global de la personne. Alors, comment également, autre sujet important, comment la santé de l'homme peut-elle être au service de la santé du monde? On l'a vu, l'aliment de qualité est un levier majeur pour notre santé humaine, mais c'est aussi un levier majeur vers une écologie plus globale. Effectivement, quand on augmente la qualité nutritionnelle des végétaux, on va donc aller vers des cultures en biodiversité, des sols qui seront mieux nourris. Et donc, ça va provoquer une économie de ressources pour un même résultat de production. Les cultures biologiques également vont engendrer moins de pollution globale pour la santé de l'homme, mais aussi pour la santé de la planète. Et de l'autre côté, le fait d'augmenter la qualité nutritionnelle de la viande que l'on consomme permet d'aller vers des élevages qui soient plus respectueux de l'animal, donc moins d'élevage intensif et plus de nourriture à base de pâturage. C'est aussi moins de production de gaz à effet de serre, puisque le méthane, qui est le gaz qui est libéré par les troupeaux de bovins, par exemple, a aussi un effet sur la couche d'ozone. Enfin, les cultures céréalières qui sont donc produites en masse pour nourrir les élevages bovins pourraient être aussi préférentiellement réservées à l'usage de l'homme pour nourrir un peu plus la planète entière, ce qui nous permettrait également d'utiliser un petit peu moins d'eau pour ces élevages intensifs. Au final, le menu éthique et responsable pourrait ressembler un petit peu à ce que je vous ai mis là. Plus de produits locaux, bio, de qualité nutritionnelle optimale. Pour moitié végétarien, pour limiter l'usage de la viande qui est pro-inflammatoire quand elle est consommée en excès. De juste quantité. Et tout cela pour servir toujours le but ultime de nos repas, qui est donc de prôner la variété, le plaisir, la convivialité et le lien humain. Au final, on pourrait se poser la question également, être en bonne santé, c'est très bien, mais finalement, à quoi ça sert d'autre que de nous servir à nous dans notre quotidien humain? Si on reprend cette notion de santé globale, eh bien, elle est multidimensionnelle, corps, âme, esprit. Elle permet, lorsqu'elle est optimale, d'accéder à sa puissance personnelle et donc de poser des actions qui sont au plus juste de soi et qui permettent de libérer ce qu'on appelle les synchronicités positives, qui vont donner lieu à un enchaînement d'événements positifs. Cette santé globale, finalement, c'est la conclusion de cet exposé. On pourrait considérer que c'est une énergie au service de la Terre et du vivant, parce que l'être humain influe, bien entendu, par ses pratiques et par ses actes sur la santé globale de la Terre et préserve le vivant. C'est sa vocation également. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je vous propose de me retrouver sur mon site internet ou sur mes réseaux Facebook et LinkedIn si vous souhaitez entrer en contact avec moi. Et je vous ai mis également sur cette diapositive l'ensemble des bibliographies qui ont jalonné mon parcours et qui correspondent à mes ouvrages de référence, ainsi que la vidéo très intéressante, Le ventre, notre deuxième cerveau, que vous pourrez trouver sur Internet
et qui récapitule toutes les recherches scientifiques qui sont menées sur cet écosystème intestinal au centre de notre santé globale. Merci beaucoup Natalia pour votre intervention. Et donc, on va Merci. passer maintenant à la partie questions. Donc, voilà, je vous rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire sur Facebook, soit donc, dans la partie converser en bas de votre écran sur Zoom. Et donc, j'ai une première question qui est: quels sont les végétaux et produits animaux qui sont les plus basiques? Alors, en ce qui concerne les aliments basifiants, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des légumes, à quelques rares exceptions, sont plutôt dans la catégorie des aliments basifiants. Là où les produits animaux, de manière générale, ont plutôt tendance à être des aliments acidifiants. Mais je dirais que ce qui est important, c'est surtout l'équilibre entre ces deux grandes catégories d'aliments, puisque à partir du moment où on équilibre minimum 2 fois plus de légumes dans son assiette que d'apport en protéines animales, eh bien, l'équilibre acido-basique est garanti sur le plan de l'intestin. Donc encore une fois, c'est vraiment cette notion de juste équilibre qui est important. Merci Natalia. J'ai une autre question du coup qui concerne l'étude que vous avez présentée avec les pourcentages en fonction de bactéries bénéfiques et bactéries agressives. Et du Oui. coup, les questions sont: est-ce que... attendez, je les recherche. Je sais qu'il y avait 2 questions en lien avec cette étude. Voilà. Du coup, c'était ces résultats sont obtenus après combien de temps? Et puis, est-ce que ces études ont été faites sur l'homme ou sur l'animal? Alors, ces études que je vous ai indiquées là sont des études qui proviennent du Japon, où je vous ai cité le docteur Fujita. Je n'ai pas les éléments de réponse complets à cette question. Je ne sais pas au bout de combien de temps. Comme vous l'avez vu, ce sont des résultats qui correspondent à une alimentation excessive, 100% viande, 100% poisson, etc. Donc, ce sont des alimentations qui ne sont pas du tout réalistes. Donc, je ne saurais pas dire si ce sont des études qui ont été faites sur l'homme ou sur un milieu autre. J'imagine que ce serait compliqué de faire ces études sur l'homme pour avoir une alimentation aussi déséquilibrée. On pourra sinon revérifier la référence et puis on pourra envoyer aux personnes qui ont posé la Oui, question des tout à éléments de fait. réponse un peu plus tard. Oui. Et du coup, j'ai une autre question, c'est concernant les patients diabétiques sans troubles intestinaux. Est-ce que vous recommanderiez de travailler sur le microbiote? Oui, le diabète est une des maladies de civilisation qui est reconnue en lien avec les dysfonctionnements intestinaux. Donc, effectivement, le diabète fait partie des troubles métaboliques qui sont vraiment gérés par le microbiote. Donc, on a tout intérêt effectivement à travailler sur l'équilibre de son microbiote et surtout sur l'intégrité de cette muqueuse intestinale qui est donc si importante dans le cadre de ces maladies de civilisation. J'ai une autre question qui concerne les probiotiques et les prébiotiques, à savoir qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les probiotiques, ce sont les bactéries qui constituent justement cette flore bénéfique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ces probiotiques, ce sont les bactéries qui sont contenues dans notre intestin, qui participent à la digestion, qui participent à la vitalité, qui sont des bactéries anti-vieillissement. Elles se forment, comme je vous le disais, tout au long de la vie. Elles sont néanmoins
plus ou moins figées à l'âge de 3 ans, même si elles peuvent évoluer évidemment au fil du temps. Et on peut les prendre également en probiotiques externes, bien entendu, mais elles ne vont pas donner de résultats durables sur le plan de l'équilibre du microbiote. Les prébiotiques, par contre, sont les aliments favoris de ces probiotiques. Et c'est là où c'est, à mon sens, plus intéressant de travailler sur les aliments qu'on donne à nos probiotiques internes, parce que c'est de cette manière-là qu'on peut durablement influencer le bon équilibre du microbiote, en fait. Et comment peut-on apprécier l'état du microbiote de quelqu'un? Ah, c'est une bonne question, effectivement. Alors, personnellement, moi, je travaille beaucoup avec un questionnaire de santé globale qui est issu du livre du docteur Lallemand, Les clés de l'alimentation santé. Et donc, ce questionnaire permet d'évaluer en fait une cinquantaine de symptômes qui sont très divers, hein, puisque ce sont des symptômes à la fois digestifs, mais c'est aussi des symptômes qui sont en lien avec la sphère ORL, le cardiovasculaire, les articulations, la santé émotionnelle, la santé cognitive, notre rapport à l'alimentation. Enfin, voilà, vous avez tout un tas de symptômes qui sont répertoriés dans ce questionnaire. Et le score global que l'on obtient à ce questionnaire est justement une manière d'évaluer l'état de notre microbiote, puisque un score élevé à ce questionnaire nous indique en fait à quel niveau d'altération on se trouve sur le plan de notre écosystème intestinal. Donc personnellement, c'est avec cet outil-là que je travaille pour essayer d'évaluer en début d'accompagnement et aussi en fin d'accompagnement pour voir évidemment l'évolution que les modifications au niveau du rééquilibrage alimentaire ont pu donner. Et savez-vous quelle est la part de l'activité physique dans l'équilibre du microbiote? Alors, je ne connais pas la part réelle de l'activité physique dans l'équilibre du microbiote. Par contre, effectivement, l'activité physique va être un facteur déterminant de notre immunité également. On sait que l'immunité est gérée à 70% par l'intestin et que les 30 autres pourcents sont en lien aussi avec notre système de défense immunitaire, que sont les globules blancs, et qu'ils sont impactés aussi par notre hygiène de vie de façon plus générale. Donc la qualité du sommeil, l'existence d'une activité physique ou non. Mais je ne connais pas la proportion. Ça, je pourrais peut-être également donner cette réponse a posteriori. Pas de souci. Vous n'hésitez pas à l'issue aussi du webinaire, si on n'a pas répondu à l'une de vos questions, à nous envoyer la question à contact@bleu-blanc-coeur.fr, pardon, et ça nous permettra de les passer à Natalia et de vous répondre en privé à l'issue du webinaire. Et puis, j'ai une autre question qui porte sur les urines, savoir si lorsqu'un microbiote est déséquilibré, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mesurer dans les urines? Alors oui, effectivement, il existe des bandelettes qui permettent de mesurer l'acidité des urines. Néanmoins, je ne suis pas certaine que ce soit vraiment en lien avec ce qui se passe au niveau du microbiote. Alors je ne saurais pas l'affirmer à 100%, mais à mon sens, ça n'est pas une mesure qui soit vraiment, comment dire, qui reflète vraiment ce qui se passe au niveau du microbiote. Ce serait plus, oui, en termes de pH et d'acidité des urines, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Et je regarde si j'ai une autre question. On avait une question aussi sur par rapport au diabète. Est-ce qu'il y a une différence de prise en charge par rapport au microbiote entre les deux formes de diabète?
Ah, vous voulez dire par rapport au diabète de type 1 et au diabète de type 2? Ouais. Alors, sur la prise en charge sur le plan alimentation santé, vous voulez dire? Ben, je sais pas, j'ai une Oui. question. Alors, Merci. euh, Les deux formes de diabète, point d'interrogation, donc je pense que oui. ça doit être ça. Ok. Alors, le diabète de type 1 est considéré comme une maladie auto-immune. Donc, effectivement, à partir du moment où l'immunité est gérée à 70% par cet écosystème intestinal, euh, il- c'est- ça peut être très intéressant de justement travailler à la restauration de cette santé intestinale. Et sur le plan du diabète de type 2, qui est plutôt le diabète acquis au fil de l'âge, il est vraiment en lien avec une hygiène de vie dégradée. Donc là, la question de l'alimentation est encore plus importante et plus évidente, on va dire. Mais dans les deux cas, oui, il me semble intéressant de travailler à restaurer la santé de cet écosystème intestinal euh, voilà, pour obtenir un meilleur confort de vie, ça c'est certain. Et puis, je vais vous poser une dernière question. Vous avez parlé dans le cadre de l'approche holistique de méditation. Et est-ce que vous auriez des exemples d'exercices de méditation qui seraient bénéfiques pour le microbiote? Alors, oui, alors ce qui va participer comment dire, à apporter de la paix et de l'harmonie à l'intérieur de soi va contribuer justement à améliorer notre santé globale, cette fameuse santé globale dont on parlait tout à l'heure. Donc, ça va être toutes les actions, et c'est totalement différent d'une personne à une autre, mais ça peut être simplement aller se promener dans la nature et s'imprégner de la vibration des paysages, être en contemplation devant ces paysages, écouter de la musique ressourçante qui nous fait vibrer au plus profond du cœur. Ça peut être également être en méditation libre ou guidée avec des textes qui nous inspirent. En fait, toutes les pratiques qui vont nous mettre en état méditatif, en état contemplatif aussi, vont contribuer à ce meilleur équilibre global. Eh ben, merci beaucoup, Natalia. C'était la dernière question pour aujourd'hui. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux comme chaque semaine. Pour retrouver du coup le programme des webinaires à suivre, vous pouvez du coup vous rendre sur le lien qui s'est affiché là normalement sur la présentation. Et vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de rejoindre la communauté Bleu Blanc Cœur, soit en tant que professionnel de santé, en tant que consommateur, en tant que professionnel des métiers de bouche, éleveur. Enfin voilà, tout le monde est concerné. Et du coup, c'est rendez-vous sur www.bleu-blanc-coeur.org/mon soutien. Merci à vous et à bientôt.